Il nous reste 25 minutes à peu près. Bon, déjà, ce serait juste impossible de faire une synthèse de tout ce qui a été dit. Et c'est peut-être aussi un des points importants à souligner. Beaucoup, vous êtes pas tant que ça dans la salle, mais je sais qu'il y a beaucoup d'expertise. Donc moi, je vais essayer de pas trop te poser de questions, parce que je suis de loin pas un spécialiste de l'énergie. Et je vais essayer de vous inciter, vous, à en poser. Mais peut-être que ce que je disais... la difficulté de faire une synthèse de tout ce qui a été présenté, c'est aussi peut-être le problème des thématiques sur l'énergie maintenant. C'est vrai que la population est un petit peu perdue. Je vous avoue que les gens de la presse aussi, on est un petit peu perdus par rapport à ces sujets-là, parce que c'est technique, c'est compliqué, il n'y a pas de vérité vraie, et on ne sait plus tellement comment les prendre. Le changement climatique, par exemple, maintenant c'est un gros mot qu'on n'ose plus évoquer dans les journaux, parce que voilà, avec le temps qu'il fait ces temps-ci, ça devient un petit peu compliqué. Avec tous les débats scientifiques, techniques qu'il peut y avoir sur cette question, c'est compliqué. Avec les entreprises qui sont emparées aussi pour des raisons, des fois simplement de nettoyage de leur image, en essayant d'avoir, je dis absolument pas que c'est le cas des 3 entreprises qui sont présentées ici, mais qui essayent d'un point de vue marketing de montrer qu'elles font quelque chose pour l'environnement, fait que véritablement il y a un lien qui s'est perdu avec la population et qui devient extrêmement difficile à rétablir. J'ai eu la chance d'interviewer il y a 3 jours James Cameron, le réalisateur du film Avatar, Titanic et d'autres, qui étaient invités ici par Rolex parce qu'il fait des expéditions en eau profonde, et lui il disait qu'il attendait comme artiste, il trouvait qu'il avait vraiment une mission d'expliquer des points scientifiques. Alors lui, il est passionné par les fonds marins, et ce qui se passe dans les fonds marins, et ainsi de suite. Et là, on parlait beaucoup de sciences, d'entreprise, de sociologie, et de mettre les sociologues avec les scientifiques des sciences dures, et c'était intéressant. Peut-être on aurait aussi imaginé peut-être mettre des artistes, mettre d'autres gens, pour ne plus perdre ce lien avec la population qui, je pense, est pas mal perdu. Question à tous peut-être, comment on va aller vers un mieux Alors c'est très général, je suis désolé, mais c'est vrai que là on a vu beaucoup de possibilités d'innovation, que ce soit simplement dans le scientifique ou dans le technique. On a vu aussi des possibilités de nouveaux marchés de la part des entreprises telles qu'ils sont évolués. Comment on pourrait trouver, peut-être Dominique Bourg, motiver la population en se disant, voilà, on travaille tous pour le bien commun, que ce soit le secteur académique, que ce soit le secteur des entreprises, et puis on va essayer de vous montrer quelque chose qui est un horizon envisageable, sans dire à chaque fois on pense ça, mais finalement c'est pas possible, ou on pense ça, mais on s'est trompé. Comment essayer de donner un horizon commun à la population? Question très large, désolé, encore une fois. C'est pas facile comme question. Je ne sais pas si je suis vraiment habilité à répondre. En tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce qu'on vient d'entendre directement, c'est en tout cas là où c'est possible, c'est la volonté du côté des entreprises de changer un peu la relation avec le client, d'en faire plus un acteur, voire en faire un expérimentateur. Et ça me semble effectivement assez important. C'est-à-dire qu'on est face à des enjeux très complexes, avec très souvent un défaut d'information. Ce que vous venez de dire sur le climat, je ne peux pas m'empêcher de le relever. La descente du front polaire qu'on connaît, qui fait qu'on a des températures assez horribles dans cette partie de l'hémisphère nord. Il suffit d'aller un petit peu plus loin et ce n'est pas du tout le cas. C'est quelque chose qui précisément s'explique avec le changement climatique. Donc ce n'est pas du tout quelque chose de contradictoire. Donc c'est pas facile parce que pour arriver à avancer, il faut que tout le monde converge un petit peu dans la même direction avec des buts assez clairs. Et je dois dire que les signaux qui nous viennent de l'extérieur, et c'était rappelé tout à l'heure pour le prix de l'électricité par exemple, pour l'effondrement du prix de la tonne de carbone, etc., la ruée sur le charbon ou que sais-je moi, le gaz de schiste, etc., c'est pas évident du tout pour le citoyen lambda d'y comprendre quoi que ce soit. Et puis, il y a aussi une méfiance réciproque entre les acteurs, méfiance des acteurs publics, méfiance des acteurs privés, et réciproquement. Bon, c'est pas une chose très simple. Et c'est d'autant plus complexe que, voilà, la réalité est difficile. C'est vrai que le climat, pour que les gens puissent comprendre, c'est très très dur. Il leur faut beaucoup d'informations, ils n'ont pas forcément envie de l'entendre, puis ça, on peut le comprendre. Donc voilà, on est face à un jeu extrêmement difficile, où il est très difficile de faire converger les gens, et ça demande de part et d'autre, et de la constance et une certaine forme d'exemplarité, ce qui est peut-être la chose la plus dure à nous demander à nous autres pauvres individus humains. Du côté des industriels, vous pensez aussi que c'est peut-être finalement le client qui va, forcément le marché, le client qui va orienter un petit peu les futures innovations, là vers où on va? Marc? Alors peut-être pas le client, je peux y revenir, mais moi mon commentaire un petit peu par rapport à la complexité, effectivement on est confronté à des paradoxes. J'en prends un par exemple, on dit qu'on est en surcapacité de production d'électricité en Europe, ce qui est vrai.
en surcapacité moyenne. Par contre, s'il y a un anticyclone glacial, ça veut dire pas d'éolien, ça veut dire pas de solaire ou très peu, ça veut dire des consommations à la hausse et ça veut dire qu'on ne sait pas y répondre et donc on a un blackout. Donc c'est un exemple des contradictions dans lesquelles on est. Le deuxième exemple, il a été cité par mon voisin de droite. Hein. Il y a 4 ans, personne n'imaginait qu'on fermerait ce qu'on appelle des CCGT, c'est-à-dire des centrales de production gaz qui ont 3 ans d'existence. Et ça, je dirais même les grandes utilités c'est un peu le désarroi parce que quand on investit, c'est pour une durée suffisante. Il faut que ce soit 30 ans. Si c'est plus le cas, si on a un avenir très incertain, il y aura plus d'investissement. Voilà. Et pour finir, moi je dirais que ce que j'ai écouté de M. Bourg, finalement, m'amène à penser qu'il y a sans doute à repenser la société, mais tout ça, ça prend du temps. Et en même temps, on a des échéances qui sont courtes, quoi, qui sont courtes et où il faudra quand même apporter des réponses immédiates avec des surcoûts pour le consommateur. Si on prend l'Allemagne, est-ce que les choix politiques vont être assumés totalement vu l'explosion des coûts de l'électricité? Pierre-Alain ? Oui, je crois qu'on a un problème fondamental de communication, que ce soit en Suisse ou en Europe, notamment pour expliquer le pourquoi des choses. Concrètement, à la fin des années 90, on annonçait partout qu'on aurait une pénurie d'électricité dans les pays industrialisés. On a annoncé des investissements importants. La pénurie n'est pas venue. Aujourd'hui, on est à l'effet contraire. La population aujourd'hui qui consomme de plus en plus, hein, en Suisse, c'est quand même une augmentation importante de l'ordre de 1,8-2% par année depuis 15 ans, ne se rend absolument pas compte de la manière dont l'électricité, notamment pour prendre le cas de l'électricité, est produite et quels sont les enjeux. Si on lui parle de pénurie et qu'elle doit faire des économies, puis qu'en même temps elle lit dans les journaux que les prix sont écroulés parce qu'il y a trop d'électricité sur les réseaux, il est très difficile de lui faire comprendre le pourquoi des choses. Donc on doit d'abord simplifier nos messages, on est beaucoup trop technique. Si on pose la question, plus de 50% de la clientèle ne comprend pas ce qui se passe quand on fait des sondages externes. Et c'est, en tout cas, notre credo, c'est absolument d'augmenter le dialogue et de faire du consommateur un consommateur acteur, c'est-à-dire le co-responsabiliser, lui faire vivre des expériences de telle manière, le jour où on aura, par exemple, la suppression des centrales nucléaires en Suisse, qu'on est sensibilisé à la nécessité de consommer moins en consommant mieux, par exemple, de couper la pointe, de réfléchir sur sa manière d'acheter, sur sa manière de vivre. Aujourd'hui, tout le monde est prêt à dire que l'électricité est un bien qui doit être maîtrisé. Mais si vous regardez le nombre de télévisions, le nombre de smartphones, etc., qui sont en service dans les ménages, personne ne pense à cette problématique-là. Et on a un message social, on a un message de société à faire vivre avec la population, avec les clients, qui est difficile parce que, pour l'instant, on parle beaucoup en langage technique et on a perdu en crédibilité ces dernières années par rapport aux faits réels. Jacques ? Oui, donc peut-être au niveau international, nous ce qu'on essaie de faire par exemple, c'est justement de faire beaucoup de communication. Et la communication, c'est notamment avec les gouvernements. Il est évident que quand je voyage en Inde ou en Indonésie ou en Chine, parler de CO2, les gens disent c'est quoi le CO2 ? C'est pas notre préoccupation du moment. En Chine, ça commence à changer. Mais donc on fait beaucoup de travail avec les gouvernements et aussi avec les universitaires et avec la population, et en particulier la population qui entoure nos centres de production, sur le concept de développement durable. Ça commence par ça. Et ça doit être répété et répété et répété. Et donc nous essayons beaucoup de travailler avec les gouvernements, et là je pense qu'il y a dans la salle un certain nombre de gens qui représentent des agences gouvernementales. Je crois que c'est aussi de votre côté un message à faire passer. Le développement durable, c'est l'affaire de tous. Le CO2, c'est l'affaire de tous. Alors, on n'a pas forcément les mêmes agendas en termes de timing dans le temps, mais je crois que ça, c'est vraiment un gros travail. Et je suis absolument d'accord avec vous, Monsieur Hurech, que ce problème, il est au niveau de la Suisse et de la France, mais il est aussi international.
Question encore, quand on fait un article sur le gaz de schiste dans Bilan, on voit sur le site internet, ça explose littéralement. C'est un truc absolument explosif, hein, dans tous les sens du terme peut-être. Quand on parle avec un Américain, le gaz de schiste, c'est vraiment la nouvelle frontière. À Davos encore, il était dit cette année que les États-Unis économisaient 1 milliard par jour, je crois, leur facture énergétique grâce au gaz de schiste. On sait que à terme, ils espèrent devenir exportateurs d'énergie et plus être dépendants. Ici, c'est soit le désintérêt, soit voir l'opposition frontale. Hein, c'est un peu comme dire corrida quand on dit gaz de schiste. Est-ce que c'est quelque chose qui serait vraiment excitant, notamment pour la région, hein, parce qu'on vient de faire un papier dans Bilan sur le fait qu'il y avait un vrai potentiel sous le Léman. Est-ce que c'est quelque chose d'excitant ou est-ce que c'est justement le chiffon rouge qu'il ne faut pas encore agiter à la population et peut-être la tromper sur quelque chose qui pourrait être beaucoup plus décevant que ce qu'on avait pensé? Question à tous. C'est quelque chose d'excitant. On peut pas négliger les nouvelles sources d'énergie. Et si réellement nos collègues du domaine du gaz qui sont en train de faire ces forages sous le Léman venaient à pouvoir concrétiser dans des concepts sécurisés, parce qu'aujourd'hui la problématique de tous ces forages, qu'ils soient géothermiques, parce que la géothermie a la même problématique que les gaz de schiste. Il suffit de voir ce qui s'est passé à Bâle. À Bâle, on a investi 100 millions de francs pour faire un projet de géothermie qui s'est arrêté du jour au lendemain suite à un problème sismique. Et du jour au lendemain, la politique a dit « stop ». Alors qu'il y a un débouché et des éléments de production d'énergie thermique et électrique pour ces 50 prochaines années dans le domaine géothermique est gigantesque. Ça serait une erreur de dire maintenant, parce qu'à Bâle, il y a eu un tremblement de terre, on arrête toute recherche en Suisse. Je pense que c'est la même problématique aussi avec le gaz. Ben, il faut communiquer, il faut rassurer. Il y a des risques, alors ça c'est réel. Et puis c'est aux techniciens à démontrer jusqu'où on peut aller. Mais je pense que le fait de dire on s'y oppose ne résoudra pas la problématique, parce qu'un jour nous n'aurons plus de pétrole, ça c'est certain. Et puis jusqu'à nouvel avis, on ne voit pas pour l'instant la consommation diminuer. Dominique ? Oui, enfin, pour revenir sur cette question des gaz de schiste, je dirais que souvent on prend le problème un peu bizarrement. Si on voit aux États-Unis, on a un pays où, de manière générale, une grande partie de l'opinion publique, enfin grosso modo la moitié, il suffit d'être républicain pour être climato-sceptique. Donc du coup, le gaz de schiste apparaît comme une façon de prolonger en quelque sorte l'ère des fossiles sans aucune préoccupation autre. Si on avait des objectifs et si on s'y tenait et si effectivement on arrivait à réduire, notamment avec un volet sur les consommations individuelles, nos émissions, dans ce cadre-là et avec des processus sécurisés, parce que si je crois bien, je n'espère pas dire de bêtises, il y a à peu près une vingtaine de milliers de puits de gaz de schiste aux États-Unis, il y en a à peu près 2000 qui doivent être au nord, mais le reste c'est n'importe quoi. Donc avec d'une façon beaucoup plus sécurisée, dans un objectif où effectivement le gaz de schiste n'apparaît pas comme ce qui va permettre de prolonger indéfiniment les fossiles, la donne est différente. Surtout ce qui est très gênant dans ces histoires-là, c'est la façon dont on pose le problème. Et puis d'ailleurs on l'a posé de façon mensongère. Les États-Unis ont fait une grosse publicité sur le gaz de schiste en disant que ça allait se substituer au charbon avec une énergie moins polluante. Or la manière dont les puits ont été conçus ont fait que du fait des fuites de méthane, c'est probablement aussi, si ce n'est plus polluant en termes de carbone ou de méthane, en l'occurrence, que le charbon. Donc c'est souvent la manière dont on prend un problème qui est en cause. On peut parfois trouver des solutions, on peut parfois éviter une espèce d'alternative, absolument pas de gaz de schiste ou tout gaz de schiste. Il y a probablement des manières plus intelligentes avec des objectifs globaux qu'on maintient et qui sont clairs. Parce que si vous faites haro sur les gaz de schiste, puis ensuite si vous dites à votre client final, faites attention à votre consommation, eh bien, il ne va pas comprendre. C'est deux injonctions contradictoires. Donc il faut faire très attention à cet aspect-là, mais ça ne veut pas dire qu'on doit renoncer nécessairement ad vitam aeternam à certaines ressources. Suren ? Il y a juste un aspect intéressant dans l'histoire des gaz de schiste qui est marginal mais qui me semble intéressant, c'est que ce soit dans le cas du gaz de schiste ou des énergies renouvelables en général, une des implications c'est que le consommateur va être obligé de voir les impacts de ce qu'il fait. Parce que s'il y a bien des activités tout aussi polluantes que l'extraction des gaz de schiste, c'est l'extraction du pétrole en général, mais comme ça se passe loin de nos yeux, ça a l'air de déranger personne.
Pourtant, quand on regarde dans quelles conditions est extrait le pétrole ou le gaz au Nigeria, par exemple, c'est pas triste non plus. Mais là, ça n'a pas l'air de poser spécialement de problème. Donc, du coup, il y aura une espèce d'aspect un peu pédagogique, entre guillemets. Le fait qu'on soit obligé d'avoir sous le nez des grosses éoliennes, des grosses installations de géothermie profonde ou du gaz de schiste, qui ne m'excite pas particulièrement, mais enfin, finalement, pourquoi avoir une opposition de principe? On peut regarder, mais de nouveau, ce n'est pas une fin en soi. Enfin, toujours est-il qu'en termes de communication, il y a là quelque chose d'assez intéressant, dans la mesure où ça incite le citoyen, le consommateur, à réaliser les impacts forcément matériels et environnementaux de consommation énergétique. Et ça ne vaut pas pour le gaz de schiste, ça vaut pour toutes les énergies renouvelables en général, puisque c'est quand même des énergies en principe qui sont relocalisées. Et donc, on se retrouve là aussi dans des situations un peu paradoxales où, effectivement, le consommateur qui aimerait faire des efforts pour l'environnement, finalement, vient à s'opposer aux éoliennes, par exemple, parce qu'il n'a pas envie de voir les impacts. C'est simplement parce que les impacts, aujourd'hui, il ne les voit pas. Claire. Merci beaucoup. Des questions dans la salle? Ici, monsieur. J'aurais dû vous demander de vous rapprocher depuis le début. Je vous en prie. Bonjour, Philippe Matenoc de Soprano. Je voudrais en profiter parce qu'il y a des spécialistes pour poser une question. Il y a des approches qui me semblent indiscutables, comme chercher à économiser l'énergie, sobriété, isolation des bâtiments. À terme, ça va dans le bon sens. Et puis une approche énergie renouvelable pure à terme, ça aussi c'est indiscutable. Puis autour, il y a tout ce qu'on peut imaginer de fossiles, pas fossiles, gaz de schiste, nucléaire, etc. Dernièrement, au Danemark, j'ai parlé avec une personne qui disait qu'a priori le Danemark voulait installer 2,5 fois sa puissance électrique sous forme d'éolienne, ensuite utiliser un système d'électrolyseur, ça sous 30 ans, 40 ans, hein, un système d'électrolyseur de masse, d'utiliser le H2 pour aller dans les réseaux existants et l'excès d'H2 en mélange CO2 pour faire du CH4, et donc utiliser des réseaux existants pour aller finalement faire quelque chose qui était pour le consommateur banal, invisible, mais qui finalement allait dans le sens d'une satisfaction du confort et d'une énergie renouvelable globalement parfaite. C'est probablement très cher, j'en sais rien. Je voudrais avoir l'avis des spécialistes là, s'il vous plaît. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris sur quoi exactement vous vouliez un avis, mais une remarque que j'aimerais juste faire, c'est que ce qui me frappe dans le discours, même souvent pro-énergie renouvelable, c'est qu'il relève encore malgré tout très souvent de ce que j'appellerais la conception soviétique de l'énergie, c'est-à-dire une conception productiviste. C'est-à-dire le but, ça reste quand même encore de continuer à produire de l'énergie. Simplement maintenant, on l'a fait, de l'énergie verte, renouvelable, tout ce qu'on veut, mais fondamentalement, la logique est restée la même. Alors la question, c'est de savoir, est-ce qu'on veut faire plus d'énergie verte ou est-ce que ce qu'on cherche à faire, c'est de maîtriser ou de contrôler ou d'utiliser l'énergie de manière plus intelligente. Donc le but, ça n'est pas de faire de l'énergie, qu'elle soit verte ou pas. Le but, c'est d'en faire le moins possible par rapport à un niveau de vie donné. Je ne sais pas si c'est exactement votre question. Je suis d'accord avec vous. C'était les deux axes. Premier axe, sobriété, au sens large, diminution des consommations. Deuxième axe, l'énergie dont on a besoin, parce qu'on a besoin d'énergie. Faire en sorte pour qu'elle puisse être soutenable à terme, bah forcément, on va dire à 1000 ans, elle est renouvelable. Donc, pour aller le plus rapidement par là, pour diminuer les effets annexes climatologiques ou tout ce qu'on peut imaginer, l'approche danoise me semblait intéressante. Et là encore, je ne suis pas spécialiste. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire un commentaire sur ça? Donc, peut-être je n'ai pas été très clair. L'approche danoise, dans ce que j'ai compris, et de surdimensionner le parc éolien, donc surdimensionner énormément la production électrique renouvelable, 2,5 fois la puissance électrique nécessaire, pour pouvoir, pendant les excès de disponibilité de vent, utiliser cette énergie électrique pour, à travers des électrolyseurs géants, générer de l'hydrogène. De cet hydrogène, donc forcément renouvelable, en envoyant une partie jusqu'à 10-15% dans les réseaux gaz existants, mélangés aux fossiles, et l'excès d'hydrogène, le mélanger avec du CO2 captif, pour au fur et à mesure diminuer la part de CH4 fossile, et à terme, dans un monde peut-être irréel, être à 100% renouvelable dans les réseaux de gaz, et afin d'avoir aussi distribution et stockage par la pression et par les poches de gaz, stockage d'énergie. Sur le papier, ça semble bien. Maintenant, est-ce que c'est tout simplement réaliste et qu'est-ce qu'en pensent les personnes? Bon, apparemment, mes voisins de table se tournent vers moi.
Non, je dis, bon, moi je ne suis pas un spécialiste de ce type de projet. Moi je voudrais rappeler un message, il faut qu'on pense à des solutions low-tech quelque part. Je crois que bon, l'approche qui est mentionnée, c'est toujours bon, la transformation d'une énergie renouvelable en un autre type d'énergie par le biais du stockage, hein, pour résumer un petit peu le projet que vous mentionnez. Bon, nous, notre philosophie à Holcim, par exemple, c'est toujours travailler sur des solutions pérennes et bien penser à des éco-bilans qui soient positifs in fine. Il est important vraiment d'intégrer toute la chaîne. On a vu beaucoup de projets chez Holcim de gens qui apportent des théories brillantes. Malheureusement, quand on fait l'éco-bilan global, on s'aperçoit que le gain en termes énergétiques ou en réduction de CO2, il est diminué de façon considérable. Donc ça, c'est le premier commentaire. 2, je ne crois pas qu'on arrivera à résoudre les problèmes d'énergie à coup de subvention. Donc nous croyons dans des modèles économiques qui puissent se démontrer par eux-mêmes. Alors, on peut trouver des moyens d'optimisation fiscale pour inviter les investisseurs à faire l'investissement. Et ça, je crois qu'effectivement, on peut avoir des systèmes de déduction fiscale, mais on ne peut pas mettre en place des solutions lourdes telles que celles que vous mentionnez avec des systèmes de subvention. Donc, je crois qu'il faut être prudent dans ça. Et il y a toujours quand même, là aussi, la mise en place d'une solution industrielle. Je crois que les enjeux de la planète sont tels qu'on ne peut pas attendre un horizon de 2050 ou d'un monde rêvé à un horizon de 2050. Il faut qu'on trouve des solutions aussi sur le court terme. Pierre-Alain ? Oui, je ne suis pas un technicien dans le domaine, notamment du fait qu'en Suisse, quand on voit la difficulté qu'on a à promouvoir nos parcs d'éoliens, on est encore de loin à pouvoir produire plus que ce qu'on a de besoin. Néanmoins, il y a dans la salle ici une personne qui, à mon avis, est tout à fait à même, sur le plan technologique, peut-être de donner une réponse scientifique, c'est le professeur Putgen. Je ne sais pas, Teddy, si tu as une réponse concrète par rapport à ces essais et ces concepts qui se font au Danemark. La réponse est parfaitement possible. Un micro carré. La chimie est connue, donc il n'y a rien de particulièrement innovant là-dedans. À court terme, la question est tout simplement de savoir qui paye, mais la chimie est connue. Et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler à l'école polytechnique. Et on va beaucoup travailler là-dessus, notamment sur notre nouvelle installation au Valais, sur ce qu'on appelle le sun fuse ou la chimie verte. Donc c'est parfaitement réalisable. L'autre commentaire que je ferais peut-être plutôt qu'au Danemark, ce genre de technologie se permet de poser la question, est-il vraiment la bonne solution d'installer des centrales nucléaires en Arabie, aux Émirats réunis, où il y a d'énormes ressources également renouvelables. Donc ça permet effectivement de se poser certaines autres questions. Une petite remarque que je voudrais faire dans le cadre de ce panel, je suis toujours frappé lors de ce genre de discussion, c'est qu'on a beaucoup tendance, et ça se comprend surtout de la part de nos industriels, de nous regarder le nombril. Or, en fait, les vrais grands défis énergétiques, comme je le disais hier, sont hors de nos régions industrialisées, et il est très difficile d'aller parler de sobriété énergétique à un Africain ou à quelqu'un en Inde. Donc je crois que la problématique, elle est beaucoup plus vaste que celle simplement chez nous. Encore une question ? Une courte question dans le public ? Alors, si ce n'est pas le cas, c'est le moment de la conclusion. Merci à nos panélistes, merci aux présentations qu'ils ont faites et puis aussi à leur interaction avec vous et avec nous. Je passe vous pouvez les applaudir, merci beaucoup pour eux. Et je passe la parole à Philippe Monhaillon qui va clôturer le forum. Merci beaucoup.